Alors, il y a une véritable inégalité nord-sud, c'est sûr. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une sorte de confrontation, pas d'affrontement, mais de confrontation entre ce qu'on appelle le sud global, mal défini, et le nord, qui, lui non plus, n'est pas en fait très bien défini. Mais en termes d'information, on se souvient qu'il y a peut-être dans les années 70, il y a eu une grande discussion autour de la notion de NOMIC, Nouvel Ordre mondial de l'information et de la communication. Et c'était un thème qui était d'ailleurs très présent à l'UNESCO, dirigé à l'époque par Amadou Mahtar Mbow. On lui a reproché d'avoir cette posture un peu militante et de vouloir contrôler l'information, etc. En fait, aujourd'hui, la question est réglée. Il n'y a pas, on a l'habitude de parler de l'inégalité nord-sud, mais en matière d'information, précisément, il y a une démocratisation de l'information. Et cela tient aux technologies nouvelles. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, à partir de n'importe quel point du sud, au Sénégal, on peut avoir accès à l'information qui circule dans le monde entier. La question est moins l'accès à l'information que d'une certaine manière un trop-plein d'informations. Il va falloir pouvoir trier là-dessus. Mais je ne crois pas pour ma part, qu'il y ait d'inégalité d'accès dans l'information parce que toute l'information aujourd'hui est tout de suite disponible pour l'ensemble du monde et cela tient à la technologie. Et dans le sud global aussi, tout le monde est armé de cet outil de l'information qui est aujourd'hui le téléphone portable. Le trop-plein d'informations, je vais vous donner un exemple précis. La désinformation. La désinformation va probablement être plus sévère dans les pays du Sud qui ont peut-être moins les moyens de filtrer l'information. Aujourd'hui, on sait que même dans les élections, il y a des interventions extérieures. Ou bien les fake news qui se répandent. Je dirais qu'il y a peut-être moins de protection possible dans les pays, dans beaucoup de pays du Sud, pas tous. Encore une fois, là aussi, il ne faut pas trop globaliser les choses qu'ailleurs. Un exemple, pendant la période du Covid, moi j'ai vu personnellement circuler de fausses informations contre les vaccins en disant que les vaccins allaient au fond transformer l'ADN de tout le monde. Et je me dis qu'un pays comme le mien était probablement plus exposé à ce genre de fake news, à ce genre de désinformation que d'autres pays. Mais l'accès, la possibilité d'accès est de toute façon la même. Nous vivons une époque où la désinformation elle-même est politique. Ça veut dire qu'on a vu des pays intervenir dans les élections d'autres pays. Ça, c'est le côté politique des choses et ce côté politique des choses, il est global. Encore une fois, il est véritablement, et on peut le voir partout. On peut intervenir dans les élections américaines, ça s'est vu. On peut intervenir dans des élections de pays dont on penserait qu'ils sont un peu plus à l'abri de ce genre de cyber-intervention, comme on pourrait l'appeler. Les pays du Sud, de ce point de vue-là, sont plus vulnérables. On peut imaginer qu'en effet, il y ait une intervention politique dans des élections qui se passeraient dans un pays africain pour les orienter dans un sens ou dans un autre. La différence sera une différence de vulnérabilité, si vous voulez, mais elle n'est pas une différence essentielle au sens où il y aurait une inégalité naturelle entre le Nord et le Sud. Mais l'évolution va dans le sens d'une sorte de démocratisation de l'information, tenant à l'Internet et aux outils qui sont aujourd'hui les nôtres. La question, grande question politique cette fois-ci, c'est précisément que ce qui aurait dû être un outil de démocratisation et de communication globale mondiale
s'avère aussi la capacité que nous avons de retribalisation. On voit que l'Internet, au lieu d'être cet outil démocratique qui va donner corps à une opinion publique internationale, est le lieu de tous les tribalismes et le lieu des nationalismes qui sont en train aujourd'hui de déchirer et de fragmenter notre monde sur le plan politique. On vit une époque paradoxale où nous avons les moyens technologiques de réaliser une véritable société humaine. Et en même temps, nous faisons usage de ces mêmes outils pour des enfermements identitaires, des enfermements nationalistes, des enfermements souverainistes qui sont en train de se manifester dans l'ordre international, lequel ordre international d'ailleurs est en train de s'affaisser. Nous sortons d'une période où, ma foi, avec tous les problèmes qui se posaient, le multilatéralisme semblait pouvoir progresser. Nous sommes revenus très en arrière et nous sommes aujourd'hui dans une phase où le monde est traversé d'ethnonationalisme, où en Europe, dans le nord, par exemple, mais aussi dans le sud, on voit des partis politiques, des offres politiques se constituer véritablement autour des nationalismes les plus étroits, des identitarismes, de rejet de l'autre, ce que j'appelle des tribalismes. Et ceci se reflète dans l'information mondiale qui circule, c'est-à-dire qu'au lieu d'être cet outil de réalisation de la société, d'une société humaine, on voit l'Internet, par exemple, devenir le lieu où se reflètent les tribalismes entre les nations, à l'intérieur des nations. Et c'est véritablement là que se trouve, me semble-t-il, aujourd'hui, le grand défi qui est le nôtre, le grand point de bifurcation. Faire en sorte que les outils de l'information et de la communication qui sont les nôtres, qui sont extrêmement développés, soient véritablement au service de la constitution d'une véritable société humaine dont nous avons besoin, parce que les défis qui s'adressent à nous sont des défis qui s'adressent à nous en tant qu'humanité. Ce sont les défis de l'environnement et des pandémies, par exemple. Nous avons eu l'exemple qui nous montre qu'en effet, il y a des défis auxquels nous devons répondre tous ensemble euh, en tant que société humaine, parce que ceux qui nous menacent se moquent royalement des frontières qui nous séparent. Euh, mais nous avons aussi, malheureusement, une manière d'user des outils qui sont les nôtres pour, au contraire, nous fragmenter en tribus. C'est ce point de bifurcation-là qu'il s'agit de penser aujourd'hui lorsque nous pensons information, communication et accès à l'information. Si on veut donner une profondeur historique à la question de l'information selon qu'on est au nord ou que l'on est au sud, évidemment, la question de l'accès s'est posée. Elle a été une question très importante. Et là, c'est pas simplement l'accès d'ailleurs, c'est également la direction de l'information. C'est-à-dire qu'il y avait de l'information du nord vers le sud, relativement peu d'informations du sud vers le nord. Autrement dit, le sud semblait être consommateur d'informations et non pas producteur d'informations dans le monde de l'information que nous vivons. Ça a été le cas pendant très longtemps. C'était la raison pour laquelle il y avait eu toute cette tout ce mouvement autour d'un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. L'asymétrie qui a régné pendant très longtemps, qui continue de régner d'ailleurs, c'était évidemment l'asymétrie dans la circulation des savoirs. Les savoirs venaient du nord et se déversaient vers le sud. Et d'ailleurs, les savoirs du sud eux-mêmes étaient supposés être constitués
par le Nord. Autrement dit, le Nord semblait dire au reste du monde, voici qui vous êtes. Expliquez les autres. C'est la posture, c'est ce que j'appellerais la posture anthropologique. Je ne vise pas particulièrement la discipline de l'anthropologie, mais je vise cette attitude qui consiste à traduire le reste du monde dans ses propres termes. Voilà ce qu'était une sorte de capture du savoir par le Nord. Le Nord estimait être arrivé à un point de transparence à lui-même et qui justifiait qu'il puisse aller étudier le Sud et produire du savoir sur ce Sud et faire en sorte que le Sud ingurgite en quelque sorte cette constitution de lui-même qui était réalisée par le Nord. Là encore, il y a une évolution qui est réelle, qui est là, qui tient aussi à une forme de démocratisation de l'infrastructure qui permet la circulation des choses et des savoirs. Et aujourd'hui, des savoirs du Sud, ce que beaucoup appellent les épistémologies du Sud. Moi, je suis très réticent lorsque, en matière de savoir, on ajoute des adjectifs qui localisent ou qui particularise les savoirs en question en disant qu'il y a des savoirs du Nord, des savoirs du Sud, des épistémologies du Nord, des épistémologies du Sud. Le savoir, cela se traduit et cela circule. Donc, je suis très méfiant par rapport à cela. Mais enfin, en effet, il y a des lieux de production d'autres savoirs qui ne sont pas forcément représentés dans la circulation mondiale, globale des savoirs. Et là encore, nous sommes dans une phase où les choses changent et évoluent. D'abord parce que cette production à partir du Sud est de plus en plus importante. On n'a plus aujourd'hui un rapport au savoir où le Sud serait simplement une matière qui produit de l'information, d'où on extrait de l'information, laquelle information sera ensuite mise en forme, mise en théorie par le Nord. Le Sud n'est pas seulement producteur de matières premières, d'informations, le Sud est producteur de théories. Je pense ici à ce fameux livre des Komarov, Theory from the South. Donc, theory from the South, théorie venant du Sud, c'est une expression qui caractérise les évolutions qui sont en train de se produire. Le Sud dit global est un lieu de production de théorie. Euh, on le voit. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu pendant très longtemps cette asymétrie radicale qui régnait où la théorie venait du Nord et on demandait simplement au Sud d'informer, de donner de la matière à cette théorie. De ce que je viens de dire de cette évolution, la traduction porte au fond euh, la signification. La question s'est posée avec ce qu'on a appelé le tournant postcolonial dans la traduction. La question s'est posée de l'inégalité entre les langues et de l'inégalité entre les cultures. C'est une question tout à fait naturelle. Est-ce qu'on peut avoir la même définition d'une traduction comme hospitalité entre des langues et des cultures qui sont dans- asymétriques, au sens, par exemple, où on a affaire à une langue coloniale, appelons-la ainsi, dans sa relation à des langues colonisées, des langues du Sud, des langues considérées comme subalternes. Eh bien, l'idée était qu'en effet, il fallait considérer que la traduction elle-même pouvait être un outil de domination. Si une culture dominante ou une langue dominante traduit les éléments d'une culture dominée dans ses propres termes, ça devient ce qu'on appelle et qu'on dénonce, et à juste titre, de l'appropriation culturelle. La
posture anthropologique dont je parlais tout à l'heure a été aussi celle-là. Euh, je viens vous voir, je vous étudie et je dis qui vous êtes, ce qu'est votre culture, ce que sont vos rites, ce que sont vos religions, vos coutumes, etc. Je le dis dans les termes de ma langue pour une consommation, au fond, qui est celle de ma propre culture et de ma propre langue. Voilà une manière de considérer que la traduction est un outil de domination. Et ici, je fais allusion, je paraphrase le titre de l'excellent ouvrage de Pascal Casanova, Traduction et domination, donc la traduction mise en relation avec la domination. En d'autres termes, la traduction de production culturelle dans des langues minoritaires assurent leur existence et donc créent une forme d'égalité. Il y aura sur l'Internet une égalité entre une langue dite périphérique et une langue dite hypercentrale si cette langue périphérique peut être traduite, peut faire en sorte que ces productions, ces créations circulent sur l'Internet. Et donc, la réponse à l'inégalité dans la traduction, c'est encore de la traduction. C'est pour cela que j'estime qu'il faut au contraire prononcer l'éloge de la traduction, tenir compte de l'inégalité entre les langues qui reflète une inégalité dans la présence mondiale de certaines cultures ou de certaines industries culturelles, mais encore une fois, se rendre compte que les outils qui sont à notre disposition, que j'ai appelés des outils de démocratisation de l'information, sont, peuvent constituer une réponse à cette inégalité-là. Donc la traduction, ultimement, crée de l'égalité, là même où il y a de l'inégalité, et c'est le sens éthique, si vous voulez, de la traduction, et c'est la raison pour laquelle la traduction, en effet, c'est véritablement un acte d'hospitalité et d'accueil. La transmission est un concept central et important dans la réflexion sur aujourd'hui l'information. Qu'est-ce que l'on veut transmettre? De quoi veut-on assurer la continuité euh, entre les générations, dans un monde qui non seulement change, mais en plus change de plus en plus vite. Ça, c'est le grand principe de la prospective qui est aussi un aspect important de la réflexion que j'essaye de mener. Je suis quelqu'un qui a travaillé sur la notion de prospective et j'ai dirigé un ouvrage collectif sur Gaston Berger. Et cette expression de Gaston Berger qui me semble capturer véritablement, capter l'esprit de notre temps. Nous vivons dans un monde qui non seulement change, mais change de plus en plus rapidement. Ce qui pose la question du lien intergénérationnel, et le lien intergénérationnel est évidemment assuré par la transmission, la capacité que nous avons de faire en sorte que certains éléments qui semblent des éléments fondamentaux de notre société puissent se transmettre à l'autre génération. Alors, c'est une réflexion qui demande évidemment, qui est générale. Je voudrais la particulariser et parler de mon cas précis, qui est la relation que j'ai eue, et je pense que de ce point de vue-là, je suis simplement, mon cas est lui-même emblématique de ce qui a été le cas pour ma propre génération, c'est-à-dire la génération de ceux qui sont nés autour des indépendances africaines. Mes parents estimaient important de faire en sorte, évidemment, qu'il y ait une sorte de continuité sur ce qui nous semblait être un élément euh, essentiel de notre identité, qui est l'identité religieuse, et dans l'identité musulmane qui est la nôtre. Et de ce point de vue-là, j'ai eu la chance d'avoir affaire à un père lui-même cultivé et lettré dans l'islam et qui a médité une parole que l'on trouve dans l'islam, qui a été une parole proférée par le quatrième calife de l'islam, qui est Ali, l'imam Ali,
très important pour les sunnites et pour les chiites, surtout les chiites estiment qu'il aurait dû être le premier successeur du prophète Mohammed. Il a dit la chose suivante, il faut élever ses enfants pour le monde dans lequel ils vont vivre et non pas pour le monde dans lequel on est soi-même. Autrement dit, le paradoxe de la transmission et le paradoxe de l'éducation, c'est qu'il faut éduquer les générations à venir pour un monde que l'on ne connaît pas, que l'on peut anticiper, que l'on peut simplement imaginer, mais qui n'est pas encore là. Éduquer à ce que l'on ne sait pas soi-même. Enseigner ce que soi-même on ne sait pas. Eh bien, voilà un peu le paradoxe de la transmission. Aujourd'hui, dans un monde comme celui que nous vivons, qui est un monde qui non seulement change, mais change de plus en plus vite, qu'est-ce qu'il s'agit de faire, qu'est-ce qu'il s'agit de transmettre, de sorte que le lien entre les générations ne se rompe pas. Il y a probablement beaucoup plus un ethos, une posture, une capacité d'apprendre, une capacité d'adaptation à enseigner, plutôt que des contenus qui, par définition, sont des contenus qu'il faudra revoir, questionner, remettre en question tout naturellement.